Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de présentation, de recommandation de lecture pour le Pumpkin Autumn Challenge. Alors selon toute probabilité, si vous êtes arrivé ici, vous savez déjà ce que c'est le Pumpkin Autumn Challenge et si jamais c'était pas le cas, vous avez toutes les informations dans la barre de description. Cette année, Gimose nous propose 4 menus et moi je vous propose des recommandations pour chacun de ces menus. Donc c'est pas une pile à lire que je vous propose, mais des livres que j'ai déjà lus, que j'ai appréciés, que j'aurais peut-être aimé découvrir au cours du Pumpkin Autumn Challenge et que j'espère que vous aurez plaisir à découvrir à votre tour. On commence par le premier tableau, Automne frissonnant. C'est mon tableau galère parce que ça réunit à la fois de l'horreur, du policier, du thriller, donc tout ce que je ne lis jamais. En règle générale, je réussis à caser des trucs à droite et à gauche grâce aux vampires, aux loups-garous, au fantastique éventuellement. Et cette année, ça n'échappe pas à cette règle. Comme d'habitude, j'ai galéré pour vous faire des propositions. Mais je vais quand même essayer de vous faire quelques recommandations sur ce premier tableau. On commence le tableau avec Viens flotter avec nous, une référence à Stephen King. Ça tombe bien, je n'ai jamais lu aucun Stephen King et ce n'est pas cette année que je vais commencer. Les mots-clés sont horreur, thriller, clown, épouvante, fantastique, rouge. Et donc là déjà, c'est la galère, encore que sur le mot fantastique, je peux vous recommander les nouvelles fantastiques de Théophile Gautier. Théophile Gautier, c'était un grand copain de Victor Hugo, c'est un auteur du 19e siècle que j'aime beaucoup et qui a écrit toute une série de nouvelles fantastiques qu'on peut retrouver sous forme de recueil et qui sont super. En tout cas que moi j'ai beaucoup apprécié, donc je vous laisse le soin de découvrir ces éléments de la littérature classique. Et puis, comme il y a un rouge dans les mots-clés, je vous propose la plus grosse triche de cette série de recommandations avec un livre à la couverture rouge que j'ai découvert il y a un mois, qui est un roman de Clémentine Beauvais. Clémentine Beauvais, vous connaissez peut-être comme auteure jeunesse, elle a écrit Les Petites Reines, qui est un super bouquin à offrir à toutes vos ados. Et là, dans Songe à la douceur, elle nous propose une réécriture du roman de Michel Onegin, avec, vous voyez, un travail sur la mise en page du texte. C'est une sorte de poésie en prose. Et voilà, comme toujours avec Clémentine Beauvais, c'est super prenant quand vous commencez le bouquin, vous n'avez pas envie de le lâcher. Donc programmez-vous 3-4 heures devant vous et savourez Songe à la douceur de Clémentine Beauvais avec une couverture rouge. Deuxième proposition, L'enfer des backrooms avec comme mot-clé dimension parallèle, cryptique, labyrinthe, internet, légende urbaine, mystère. Alors j'aurais bien aimé avoir des propositions à vous faire autour de mystère, de cryptique. J'ai vu passer pas mal de recommandations qui sont assez alléchantes. Celle que je vais vous faire, c'est autour du mot mystère. Avec L'orpheline de Foundling de Stacey Halls, qui a été beaucoup recommandé l'année dernière, qui est passé dans plein de piles à lire l'année dernière. C'est un roman qui se passe au XVIIIe siècle. C'est l'histoire d'un bébé qui est confié à un orphelinat et on suit deux femmes autour de cet enfant. C'est mystérieux, c'est très addictif. L'époque est superbement dépeinte et vraiment le suspense va vous tenir jusqu'au bout du livre. Et pour finir donc ce premier tableau de la galère, Perfectly Splendid avec fantôme, famille, manoir, possession, gothique et drame. Et alors là j'ai quand même plus d'éléments à vous proposer. Le manoir, évidemment, tout le monde a pensé à Rebecca de Daphné du Maurier. Qui reste, mais un bouquin génial si vous l'avez jamais lu, mais comme vous avez de la chance de pouvoir encore découvrir Rebecca. Je l'ai lu une première fois quand j'avais 18 ou 19 ans, j'avais trouvé ça génial. Je l'ai relu l'année dernière parce que ma fille devait le lire pour sa rentrée et j'ai redécouvert ce livre qui est toujours aussi génial. Voilà, j'espère que vous n'avez pas vu le film parce que c'est dommage de spolier un aussi bon bouquin. Alors, a priori, Fantôme et Possession, c'est pas trop mon truc, mais l'année dernière, pour le Pumpkin Autumn Challenge, j'avais lu de Frances Hardinge
La Voix des Ombres. C'est un bouquin qui m'a fait de l'œil pendant peut-être 2 ans dans la librairie jeunesse où je vais me fournir, qui est rue de la Convention, qui s'appelle Le Divan Perché, qui est une super librairie. Et il y avait un petit mot de la libraire comme quoi c'était un super bouquin qu'il fallait vraiment essayer. Et moi j'avais quand même beaucoup de réticence parce que il y a des histoires d'esprit qui habitent le cerveau de la jeune Makepeace. Et du coup moi les histoires de possession ça me tentait moyen, et en plus ça se passe pendant la Révolution anglaise, donc les affrontements autour du roi Charles Ier, et c'est pas non plus une période qui me donne trop envie de lire, et en fait j'avais complètement tort. Ce bouquin est super. Il y a en effet une histoire de possession, mais c'est hyper bien amené, c'est très subtil. Et quant au setting historique, il apparaît, mais toujours de façon légère. En fait, ça m'a donné envie d'en apprendre plus sur cette période, qui a priori n'est pas donc une période qui m'intéresse plus que ça. C'est mené de main de maître, c'est donné à partir de 10 ans, c'est Folio Junior. Moi je l'aurais pas lu à 10 ans, j'aurais vraiment eu trop la trouille. Donc vous pouvez y aller en tant qu'adulte, vous y trouverez quand même votre compte. Et puis comme il y a gothique comme mot-clé, je vous recommande, si vous connaissez pas, l'autrice Léa Silol, qui a écrit un certain nombre de nouvelles gothiques, et ces nouvelles sont super. Donc n'hésitez pas à aller lire les ouvrages de Léa Silol si vous cherchez des nouvelles gothiques. Ah oui, et puis comme je vous parle de Léa Silol, ça me fait penser à Mélanie Fazi. Donc ça c'est un recueil de nouvelles, Notre-Dame aux écailles, ça rentre aussi super bien dans cette catégorie gothique, famille, éventuellement possession. Je ne me rappelle pas toutes les nouvelles, mais je sais qu'elles sont toutes assez extraordinaires, assez poignantes, et le fait que ce soit des nouvelles super courtes, ça sert vraiment le style de Mélanie Fazi. Alors heureusement le deuxième menu me pose beaucoup moins de problèmes. Automne, douceur de vivre. Je sors mon thé, je m'installe dans mon canapé, j'ouvre mon livre, 4 enfants me sautent sur les genoux, c'est foutu, je pourrais pas lire. Mais c'est pas grave, on y croit quand même. Automne, douceur de vivre commence avec Something Wicked This Week Come. On le retrouve chaque année dans le Pumpkin Autumn Challenge avec les mots-clés Halloween, octobre, automne, fête foraine, enfance et cette fois-ci cauchemar. J'aimerais avoir plus de bouquins autour d'Halloween et de l'automne, et chaque année je galère, et on est nombreux dans ce cas à trouver des livres qui vont parler d'Halloween, qui vont parler de l'automne. Alors vous avez évidemment le livre de Ray Bradbury, L'arbre d'Halloween, qui est une sorte de conte qui se déroule pendant la nuit d'Halloween. Et vous pouvez y aller les yeux fermés. Ray Bradbury c'est toujours très bon, même si je trouve que son 451 Fahrenheit est meilleur. Mais L'arbre d'Halloween c'est pas mal quand même. Vous avez aussi un livre qui s'appelle Automne de Philippe Delerme, si je me rappelle bien, que j'ai pas retrouvé dans ma bibliothèque. Donc c'est un roman sur l'époque des pré-raphaélites et la façon dont les pré-raphaélites envisagent le monde, envisagent l'automne. C'est très nostalgique, c'est pas forcément moi, ma conception de l'automne, mais comme j'adore les pré-raphaélites, c'était une lecture que j'avais particulièrement appréciée. Comme il y a le mot-clé fête foraine dans la liste qui nous est proposée, je triche un petit peu en vous proposant le cirque des rêves. C'est un cirque qui se déplace, comme tous les cirques vous allez me dire, en dressant autour de lui tout un ensemble d'attractions, et les gens sont incroyablement attirés par ce cirque, au point qu'il y en a qui quittent leur ville pour justement suivre le cirque partout et suivre les rêves qu'ils font grâce à ce cirque. Et dans ce cirque on a 2 illusionnistes qui s'appellent Célia et Marco, et qui doivent s'affronter puisque leurs maîtres ont décidé que ce serait là que se déroulerait le duel entre leurs disciples. Donc on est vraiment au cœur de cette idée de fête foraine, d'étrange, voilà, un super bon bouquin de Erin Morgenstern. Alors le titre suivant, je le trouve super bien choisi, même si j'ai pas la ref. Poupée de souvenirs automatique à votre service. Épistolaire, correspondance, sentiments, émotions, amour, deuil, gratitude, guérison. Alors moi j'adore les romans épistolaires, mais en fait j'en connais quasiment pas, ce qui est un petit peu paradoxal. Quand j'étais enfant, j'en avais lu 2 qui m'avaient vraiment marqué, c'était Papa Longue-Jambe et Une pour deux, qui sont donc 2 romans épistolaires pour la jeunesse.
que je vous recommande pas en tant qu'adulte parce que pour le coup c'est vraiment de la jeunesse, mais si vous avez des ados entre 10 et 12 ans, bah, proposez-leur parce que c'est des super bouquins. Du coup, je me suis plutôt intéressée au mot-clé deuil, ce qui pour un automne douceur de vivre est peut-être pas super fun. Et voilà ce que ça donne. Deux lectures que j'ai fait il y a un an à peu près, un an et demi. Tout d'abord, Valérie Perrin, Changer l'eau des fleurs. On en a beaucoup entendu parler. L'ouvrage est peut-être pas parfait, il y a des petites longueurs, il y a des constructions qui coincent peut-être un peu, mais en fait ça m'a pas empêché de le dévorer complètement, d'être complètement accro, de vouloir en connaître plus sur cette histoire, d'être vraiment très émue par ce qui nous est raconté là. Et il y a une super place qui est donnée à la littérature aussi dans cette histoire. L'histoire, c'est l'histoire de Violette Toussaint, qui est garde-cimetière. Quand on s'appelle Toussaint, ça ne s'invente pas. Voilà, et on nous explique comment elle s'est retrouvée dans cette situation-là. On voit les gens passer au cimetière, on voit comment chacun porte son chagrin, et c'est plein de sensibilité, et ça correspond bien à l'automne. Et voilà, allez-y, c'est super, Valérie Perrin. Et alors toujours dans la catégorie deuil, Melissa d'Acosta, Les lendemains. C'est l'histoire d'une jeune femme qui va s'enfermer dans une maison pour vivre son deuil parce qu'elle est plus capable de rester dans le monde. Et dans cette maison, elle va retrouver les almanachs ou les journaux, je sais plus exactement, de l'ancienne propriétaire qui n'est plus là et qui faisait son jardin. Et à partir de ces journaux, elle va commencer à faire son jardin et petit à petit, comme ça, elle va se reconstruire. Et là aussi, c'est hyper émouvant, ça vous prend aux tripes et vous n'avez pas envie de lâcher le bouquin. La Dame Chouette des îles Bouillantes nous propose comme mots-clés sorcière, magie, malédiction, école, parcours initiatique, amitié. Ça sent méga sans Harry Potter, on est bien d'accord, mais je vais quand même essayer de faire plus original. Alors des histoires de sorcières, on nous en propose chaque année dans les piles à lire du Pumpkin, donc vous en trouverez plein. Moi je voudrais mettre la lumière sur les faucons de Ravera, que j'ai trouvé super intéressant parce que donc les faucons de Ravera, ce sont des sorciers qui sont liés à leur fauconnier et qui ne peuvent utiliser leur pouvoir que quand le fauconnier est d'accord, au service de Ravera, qui est une sorte de république vénitienne version fantasy, quoi. Et donc l'histoire commence, une jeune aristocrate d'une des familles les plus puissantes de la ville se retrouve à capturer une sorcière du feu. Elle le fait pas exprès, elle passe au mauvais endroit au mauvais moment, elle est la seule disponible, elle est liée à cette sorcière. Ce qui est très embêtant d'un point de vue politique parce que ça veut dire que ça va déséquilibrer l'équilibre qui existait entre les grandes familles du conseil qui dirige la cité. Mais ce qui pose un autre problème aussi, c'est que cette sorcière, elle a aucune envie d'être faucon, elle a aucune envie de servir la République, elle veut être libre et elle ne voit pas pourquoi on la maintiendrait prisonnière. Et ça c'est super parce que je pense que c'est un des rares livres où finalement le sorcier est pas content d'être sorcier. En règle générale on cherche toujours à avoir des pouvoirs. Alors là elle n'est pas contre le fait d'avoir des pouvoirs, mais elle est contre par contre le fait d'être prisonnière à cause de ses pouvoirs. Et du coup on n'est pas du tout dans le topos habituel, waouh il découvre ses pouvoirs, il va à l'école de magie et tout est fantastique. Là c'est waouh elle est capturée et elle veut pas du tout adhérer à ce qui lui est proposé. Du coup bah, ça construit des enjeux vachement plus intéressants. Pas de proposition particulière pour le dernier item, la loi fondamentale de l'échange équivalent, puisqu'il s'agit de faire une lecture commune, donc bah voilà. Et nous passons donc au troisième menu, le troisième menu qui est le menu nouveau de cette année. Automne des bois et au-delà, dont le premier élément est pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amandes, avec comme mot-clé animaux, mémoire, intergénérationnel, thé, gourmandisme, altruisme, tendresse, aide, guide. Alors en fait, grosso modo, j'aurais pu... Enfin moi, ça pourrait faire un tableau complet, hein, pas juste un morceau de tableau. Mais j'ai décidé de me concentrer sur thé et gourmandise. Parce que s'il y a un truc que j'adore lire, c'est les histoires qui se passent en cuisine. C'est des bouquins qui me mettent en joie et j'en ai toute une collection à vous proposer. Alors, je les ai pas tous retrouvés dans ma bibliothèque, je les ai pas tous en format
matériel, format papier. Donc je vais essayer d'en oublier aucun. Je vous présente d'abord Julia, bon tout le monde l'a lu je crois, en tout cas au moment où le film est sorti. Et là je me sens super vieille parce que genre le film il est sorti il y a plus de 15 ans. Et bah voilà, moi j'étais étudiante à cette époque là et ce film c'était emblématique de cette période. Et j'ai adoré le film et j'ai adoré le livre et j'ai l'impression d'avoir 250 ans quand je vous raconte ça. Mais ça reste un bon bouquin. Donc dans l'histoire, c'est Julie qui va avoir la trentaine, qui sait pas quoi faire de sa vie et qui décide de cuisiner toutes les recettes de cuisine du livre de Julia Child. C'est pas écrit mais ça, je crois que c'est ça, qui est un des grands livres de recettes classiques aux États-Unis et qui est justement Mastering the French Cooking, quelque chose comme ça, French Cook peut-être. Donc comment cuisiner la cuisine française. Et donc elle se lance ce défi et elle le documente sur son blog et voilà, ça c'est le gros de l'histoire et c'est super. En littérature japonaise de Ogawa Ito, peut-être plus connu pour la papeterie Tsubaki, le restaurant de l'amour retrouvé, que j'ai beaucoup plus aimé que la papeterie Tsubaki. On est donc sur une jeune femme qui se fait plaquer par son fiancé. Elle rentre chez elle le soir, tout a été vidé et du coup bah, elle prend ce qui lui reste, elle rentre chez sa mère et au fin fond des montagnes du Japon. Et elle crée un tout petit restaurant où elle cuisine sur mesure en fonction des personnes qui viennent la voir pour justement retrouver l'amour. Et c'est super. Ce que les étoiles doivent à la nuit, c'est encore une histoire de cuisine, hein, mais vous avez bien compris que là je vous fais toute ma bibliothèque d'histoires de cuisine préférées. Ce que les histoires doivent à la nuit, donc c'est Lise qui a eu un scandale dans son restaurant, qui était donc chef 3 étoiles, 4 étoiles, plein d'étoiles à Paris. Et elle a eu un scandale, elle a les médias qui la poursuivent et donc elle décide d'aller s'enterrer dans les Pays Basques où elle rencontre un chef particulièrement désagréable dans un restaurant et le propriétaire du restaurant lui lance comme challenge de faire de ce petit restaurant du fin fond du Pays Basque un superbe restaurant étoilé et donc elle y voit l'occasion de se refaire une réputation. Voilà, ce que les étoiles doivent à la nuit de Anne-Gaëlle Huon. Et c'est la suite des Demoiselles de Anne-Gaëlle Huon, mais vous pouvez lire les deux complètement séparément. Moi j'ai lu celui-là avant de lire l'autre et les deux sont top, les deux se passent au Pays Basque, mais c'est deux ambiances qui sont très différentes et ça donc c'est ambiance cuisine. Alors pour la suite je les ai pas à vous les montrer mais je vais essayer de m'en rappeler. Vous avez un livre qui s'appelle L'école des saveurs dont j'ai oublié le nom de l'auteur mais je vous le mets en dessous. C'est une école de cuisine et on voit donc un petit groupe de personnes qui prennent des cours de cuisine, ils sont 8 ou 10 et toutes les semaines ou toutes les 2 semaines ils vont se retrouver pour cuisiner ensemble et du coup à chaque fois qu'ils se retrouvent pour ce cours de cuisine on voit comment leur vie a évolué, comment ils vont créer des liens entre eux, comment justement grâce à ces liens ils vont se sortir de leurs problèmes autour de la cuisine. Et voilà, donc ça c'est l'école des saveurs. Vous avez aussi Mangez-moi. Je crois que c'est d'Agnès de Sarthe, mais je ne suis pas sûre. Là encore, si ça vous intéresse, je remets le nom de l'auteur en bas, qui est l'histoire d'une femme. On ne sait pas d'où elle arrive au début de l'histoire. Elle monte un resto qui est plutôt du genre bistrot, cantine et grâce à cette cantine quoi, elle va recréer toute une vie de quartier et petit à petit on découvre comment cette femme en est arrivée là et comment la cuisine va aussi réparer tout ce qu'il y avait pu avoir d'animé dans sa vie et ça aussi c'est donc un super livre autour de la cuisine. Et je suis sûre que j'ai oublié plein d'autres super livres autour de la cuisine. Mais en tout cas, voilà, c'est les premiers qui me viennent pour vous proposer des lectures autour donc de la notion de gourmandise. La légende de la hache noire vous propose de lire du médiéval, du chevaleresque, de la quête, de l'épopée, de l'illustré, de la fantaisie. Normalement, je devrais avoir genre 250 romans à vous proposer, sauf qu'en fait, je ne lis jamais d'historique sur le Moyen-Âge. Parce que, d'abord, le journal, c'est pas super.
et comme je suis médiéviste, globalement toutes les petites inexactitudes m'exaspèrent. Il n'y a pas très longtemps, comme ça, j'ai essayé de relire le bouquin de Bradley sur les Dames du Lac. Et genre page 3, elle est déjà en train d'utiliser un rouet à l'époque arthurienne, alors qu'il n'y a pas de rouet avant le 14e siècle dans le meilleur des cas. Et du coup, autant vous dire, ça m'a sorti du bouquin direct. Donc je suis super casse-pied sur les livres historiques. Et il n'y en a pas beaucoup qui trouvent, grâce à mes yeux, si ça parle du Moyen-Âge. Et en parlant, je me rends compte qu'en fait je suis peut-être cruelle et que je pourrais quand même vous recommander les livres de Jeanne Bourrin, qui sont pas récents mais qui sont quand même vachement bien. La Chambre des Dames, je crois, que j'ai lu il y a genre 20 ans, mais c'est quand même super. Et j'en ai un autre à vous recommander qui est assez atypique, mais qui est très médiéval pour le coup. C'est Carole Martinez, du domaine des murmures. Carole Martinez, c'est une autrice que je trouve un peu flippante. Enfin, la façon dont elle écrit, moi ça me prend tellement au trip que j'y vais un peu avec des pincettes. Je dois lire un de ses livres tous les 10 ans, genre, parce que c'est un peu too much pour moi. Mais en bien, hein, on est d'accord. Et donc, Carole Martinez, là, elle vous propose l'histoire d'une recluse. C'est une pratique de dévotion médiévale des femmes qui s'enfermaient dans des petites pièces où on leur apportait à manger et qui restaient enfermées toute leur vie dans une petite pièce. Et donc là, c'est l'histoire de la fille d'un grand seigneur qui refuse de se marier et qui décide de se faire enfermer dans une petite pièce attenante à la chapelle. Et donc son père part en croisade, enfin bref, il y a toute une histoire, c'est assez dur, hein, honnêtement, c'est pas les petites fleurs, les petits oiseaux, et la fin est... Bon, mais vous vous doutez dès le début que ça finit mal, hein. De toute façon, je spoil pas, je vous assure. Mais sinon, si ça vous dérange pas un bouquin qui finit mal, c'est vachement bien et c'est vachement médiéval. Alors après, il y a la mélodie infernale de la corne de chasse avec monstres, créatures, wyvern, expédition, aventure. Là, honnêtement, je sais pas, faites ce que vous voulez. Trouvez quelque chose. Rocket Raccoon on the Run. Mutation, expérience scientifique, science-fiction, chasseur de primes, gardien, galaxie. Alors genre il y a 250 000 bouquins que je pourrais vous conseiller parce que déjà avec le mot SF je peux vous recommander la moitié de ma bibliothèque, donc je vais être sobre et vous proposer juste mes 2 dernières lectures de SF qui sont des méga coups de cœur. J'ai découvert ces 2 livres grâce à Flory Taylor qui a une chaîne qui est super, que je vous mets en bas de description. Mon premier choix, les 2 sont pas du tout originaux, je suis désolée, mais tant pis, hein. Le journal d'un assassin de Martha Wells, qui est pas très gros mais c'est vraiment chouette. Donc un assassin, c'est une sorte de d'être synthétique qui est prévu pour assassiner les gens. Assassin, vous voyez, ça se comprend quoi. Et normalement il est contrôlé, il a une sorte de puce dans le cerveau qui contrôle ses réactions, ce qu'il fait pour être sûr qu'il fasse pas ce qu'il veut. Sauf qu'il a piraté sa puce et du coup il a accès au libre arbitre. Et voilà. Donc un assassin qui a son libre arbitre et qui décide finalement de comment il va accomplir la mission qu'on lui a confiée. Et je trouve ça cool que ce soit pas une grosse pavasse parce que honnêtement les bouquins qui font 400 pages et il y en a 12 tomes, à un moment ça me gave quoi. Enfin bref, on pourrait faire autrement et moi j'aime quand les auteurs sont capables de finir leur histoire et qu'ils ont un truc qui se tient super serré. Et donc un format court, et pour ça c'est top. Mon autre découverte, à nouveau grâce à Flory Taylor, c'est L'espace d'un an de Becky Chambers. Voilà, moi j'ai toujours été plus fan de Star Trek que de Star Wars et L'espace d'un an c'est du Star Trek en roman. C'est super, c'est l'histoire d'un tunnelier. Donc un tunnelier c'est un vaisseau spatial qui creuse des tunnels, il creuse des trous noirs artificiels en fait dans lesquels les autres vaisseaux vont pouvoir voyager. Et dans cet équipage, il y a des espèces différentes qui cohabitent, des problématiques qui sont les problématiques que vous retrouvez dans Star Trek ou en fait la SF. C'est jamais que l'occasion de se poser des questions de philo sur le monde, sur comment est-ce qu'on se situe dans les relations aux autres, sur la liberté des autres, sur notre liberté, comment est-ce qu'on l'exerce, sur
sur notre tolérance aussi, puisque qui dit équipage interespèce dit qu'il faut réussir à tolérer les autres malgré leurs différences. Et c'est tout doux, c'est touchant, c'est... voilà, chaque chapitre pourrait faire un petit épisode de Star Trek, c'est super bien fait, l'espace d'un an. Et ça a eu le prix Hugo, ça le mérite. Alors on finit avec Automne rayonnant. Will always find a way nous propose cristaux, facettes, singularité, diversité, inclusivité, feel good. Vous mettez ce que vous voulez dedans quoi. Alors j'aurais adoré vous proposer quelque chose autour des cristaux, des facettes, et puis j'ai rien trouvé qui fasse tilt. Parce que je trouve que, enfin je sais pas, j'aimerais avoir des livres qui parlent de ça. Par contre, en feel good, je vous recommande Anna Gavalda, qui est mon auteur chouchou feel good. Choisissez les nouvelles. Anna Gavalda, elle est bonne quand elle écrit des nouvelles sur ses romans. Il y a toujours un moment où voilà, la structure me... Mais les nouvelles, elles sont top. Moi, c'est mes doudous que je relis quand j'ai besoin d'un truc feel good. Là, c'est Des vies en mieux. Il est vachement bien. Mais vous avez aussi Fendre l'armure. Et le premier qu'elle a écrit, qui s'appelle « Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part ». Et la nouvelle qui donne le titre au recueil, elle est super, super, super. Voilà. Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. Ensuite, on a L'esprit indomptable de Jo March, en référence aux 4 filles du docteur March, Jo étant la deuxième, celle qui va devenir autrice. Place de la femme, indépendance, ambition, rêve, sororité, théâtre, écrivaine. Évidemment, j'ai pas mal de trucs à vous recommander. Je ne l'ai pas parce que c'est une amie qui me l'avait prêté, mais je ne peux que vous recommander 1000 femmes blanches de Jim Morrison. De Jim Morrison, je suis pas sûre. Je check l'auteur et je vous le mets en bas. 1000 femmes blanches, c'est l'histoire d'un deal qui a existé au 19e siècle entre l'État américain, les États-Unis, et les tribus amérindiennes, où il s'agissait d'échanger 1000 chevaux contre 1000 femmes. L'idée du chef indien étant que s'ils élevaient des métis blancs indiens, ils pourraient comme ça avoir des enfants qui seraient au croisé entre les deux cultures et qui feraient le pont entre les deux cultures. Évidemment, pour trouver 1000 femmes, on va pas aller les chercher dans la bonne bourgeoisie, on va faire les fonds de prison, les fonds d'asile, et c'est comme ça que la femme qui raconte, parce que c'est raconté sous forme de journal, c'est comme ça qu'elle se retrouve, en fait, elle avait été internée parce qu'elle avait une relation sans être mariée. Charmante époque que le 19e siècle. Elle avait donc été internée par sa famille et elle décide de partir vers l'ouest avec d'autres femmes. Elles sont pas 1000, hein, elles sont qu'une vingtaine à partir. C'est leur histoire de comment est-ce qu'elles vont rencontrer les Indiens, comment est-ce qu'elles vont s'y acclimater ou ne pas s'y acclimater, comment elles vont prendre leur place dans cette société qui est tellement différente de la leur, comment les Indiens sont détruits par le capitalisme qui est imposé par les Blancs et en particulier par leur consommation d'alcool. C'est sans concession au sens où il n'y a pas de gentil dans l'histoire en fait. Les Indiens sont pas des gens charmants, mais ils ont des bons côtés. Les Blancs sont pas que des mauvais bougres, mais c'est quand même des ordures. Et ça finit mal, encore. Donc moi j'ai lu que 1000 femmes blanches, je sais qu'il y a plusieurs livres qui ont été écrits après, mais en fait je trouve que le livre se suffit à lui-même. J'ai pas envie de remettre une autre histoire par-dessus, parce que voilà, c'est un livre qui est tellement marquant que pourquoi vouloir faire des suites à tout quoi. On n'est pas dans une série télé. Alors toujours du côté féministe et place de la femme, un livre qu'on devrait faire lire à toutes les jeunes filles aujourd'hui, Les Impatientes de Djaïli Amadou Amal, qui est une auteure camerounaise qui raconte la vie dans ce qu'on appelle les plantations, je crois, au Cameroun. Les familles vivent ensemble, différentes générations confondues, dans un système polygame. Donc toutes les épouses vivent dans la même plantation qui est en fait l'ensemble de maisons qui est habité par une famille. Et dans Les Impatientes, on suit le destin de 3 de ces femmes qui sont mariées à un homme polygame. Et ça s'appelle Les Impatientes parce que la vertu que l'on demande à toutes les filles, c'est la patience. Et enfin lisez-le, c'est génial. Voilà.
et c'est un vrai témoignage d'une femme qui vient de là-bas, c'est pas de la propagande écrite par des blancs ou je sais pas. Ensuite, il y a aussi écrivaine en mots-clés ou auteur féminin. Du coup, ça me donne l'occasion de vous parler d'Irène Nemirovsky. Irène Nemirovsky, qui est une russe d'origine, qui est venue s'installer en France dans les années 20 après la révolution russe, qui est une femme de lettres qui donc grandit en France. Et donc Irène Nemirovsky, c'est une auteure, elle a 2 filles, elle écrit jusque dans les années 40 et au début de l'occupation française, elle raconte l'occupation française et ça a donné sa suite française. Mais le livre n'est pas achevé parce qu'elle est déportée en 42 ou 43 en tant que juive et son roman finit dans une valise que sa fille a conservée et qu'elle a finalement fait éditer dans les années 2000. Donc il a eu le prix Renaudot en 2004. Donc longtemps après la disparition d'Irène Nemirovsky, on a retrouvé sa plume et cette incroyable façon qu'elle a de raconter d'abord la débâcle, donc le moment en fait où tout le monde va fuir Paris. Et puis ensuite, comment ça se passe quand les Allemands sont arrivés en France, quand ils s'installent dans les maisons, quand ils s'installent à la campagne, et que en fait c'est jamais que des soldats qui sont trop jeunes, qui sont loin de leur famille, enfin c'est hyper sensible, c'est super, c'est inachevé, mais ça vaut la peine quand même de le lire. Et puisqu'on parlait d'écrivaine, je triche, mais j'avais trop envie de vous en parler parce que j'ai adoré, enfin non, c'est bien écrit par une femme, hein, je triche pas complètement, c'est Delphine de Vigan qui a écrit Les enfants sont rois, qui raconte le kidnapping d'une petite fille reine des réseaux sociaux. Et donc on a le point de vue de la maman et le point de vue de la commissaire qui fait l'enquête. Et ça dépeint nos travers autour de l'usage des réseaux sociaux, autour de qu'est-ce qui relève de l'intime, qu'est-ce que l'on montre, qu'est-ce que l'on garde pour soi et comment ça peut influencer nos enfants. C'est un super bouquin, je vous spoil pas la fin, mais ça finit pas trop mal, ça finit presque bien. Voilà. Ah oui, alors après, la catégorie de la mort que personne ne sait prononcer. À mon avis, connaissant le gaélique, ça doit se prononcer à peu près de la façon suivante, children, parce que de toute façon, ils bouffent toutes les syllabes et rien se prononce comme ça s'écrit. Donc c'est une catégorie en hommage à Maureen du Bazar de la littérature qui nous a quittés et qui était une grande fan de l'Irlande. Donc ça colle parfaitement avec le Pumpkin Autumn Challenge et il y a là donc un hommage de la communauté qui lui est rendu. Les mots sont Irlande, petit peuple, mythes et légendes celtes, nature writing et vers. Alors j'ai pas forcément de recommandations à vous faire puisque donc les Dames du Lac de Bradley, j'ai réessayé, c'est mort, franchement j'accroche pas. En revanche, je pense que je vais essayer de finir de lire l'essai Tresser les herbes sacrées, dont j'ai à nouveau oublié le nom de l'auteur, mais là au nouveau barre de description, tout ça. Donc Tresser les herbes sacrées, c'est écrit par une universitaire qui est biologiste, donc qui fait de la recherche en biologie, qui enseigne la biologie dans une université américaine, qui est issue des peuples autochtones du Canada je crois, et qui va relire sa vie à la fois à la lumière de ce qu'elle connaît de la biologie et qui présente des éléments de biologie en particulier, donc toute la partie végétale, toute la biologie qui concerne les plantes. Donc elle présente pas mal d'éléments de façon très poussée et c'est hyper intéressant et c'est hyper bien expliqué, ce qui fait que moi qui n'ai aucune compétence en biologie, j'arrive à suivre sans problème. Et puis donc elle passe sa vie au crible de ses connaissances biologiques et aussi elle a ce regard des peuples autochtones, des peuples premiers sur la nature, sur quel est notre rapport à la nature et sur l'idée qu'il pourrait y avoir un rapport différent de celui que nous on a développé, disons, dans le monde occidental. Et c'est un bouquin qui est vraiment fascinant. Voilà, donc je vous le recommande. J'ai pas fini de le lire, mais là je pense le finir pour le Pumpkin de cette année. Et c'est pas de la fiction, c'est un essai, mais c'est presque de l'autobiographie en fait. Voilà, c'était ma dernière recommandation. J'espère que vous allez trouver dans mes propositions des livres qui vont vous enchanter. En tout cas, moi je ne vous ai présenté que des livres vraiment que j'ai beaucoup aimés.
Donc si jamais vous connaissez déjà certains livres, si jamais vous allez les lire, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, mettre un petit pouce en l'air. Je ne sais pas s'il y aura d'autres vidéos de ce type. C'était un essai, un test, un one shot. Un one shot, j'aime les one shots, arrêtez de faire des séries, faites des one shots, trouvez la fin des histoires, c'est vachement important, n'est-ce pas monsieur Martin? Voilà, j'espère que vous avez apprécié, si vous êtes jusque là, bah, j'imagine que c'est le cas, alors merci beaucoup. Et à la prochaine.